ces informations très, très enrichissantes. Maintenant, on a un temps de questions-réponses, Oui. donc c'est à vous. Oui, pour commencer, merci pour le petit hommage final que vous avez rendu aux journalistes. Je dis ça en tant que moi-même frère d'un journaliste que certains connaissent ici, M. Gérard Leclerc à CNews ou à France Info, selon les périodes. Pour reprendre un petit peu plus au début de votre exposé, ça fait des décennies que l'on dit que la presse écrite est un petit peu vouée à l'échec et à se laisser dépasser par la presse audiovisuelle et par priorité la presse quotidienne. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que la presse hebdomadaire ne se sent pas un petit peu mieux? Vous avez aussi cité l'exemple de la rapidité des médias pour annoncer certaines nouvelles, notamment en citant l'exemple de Jean-Paul II. Je me rappelle, mais pour contrebalancer ce problème, est-ce qu'il n'est pas utile, comme le font aussi certains, de préparer leurs journaux à l'avance avec une version et une autre, et au dernier moment d'imprimer celle qui se rapproche le mieux? Mais en faisant comme ça, est-ce qu'on ne risque pas de très lourdes gaffes? En 1976, quand Christian Ranucci, lors de l'affaire du Poulard Vert Rouge, avait failli être gracié par le président, les médias avaient publié des nouvelles comme quoi ils étaient, alors que ce n'est pas vrai. Et la famille et tout souvent l'entourage l'ont évidemment très mal vécu. Et enfin, au niveau de la pipolisation des politiques, j'ai un petit peu l'impression que le phénomène s'est beaucoup développé sous la présidence de Sarkozy, alors qu'elle existait déjà depuis longtemps avant, aux États-Unis par exemple. Voilà. Je ne sais pas si les personnes derrière ont entendu. Non. Bon, alors je vais juste résumer la question, si je me permets. Donc il y a trois choses. Vous avez parlé de la presse hebdo, Voilà. qui serait peut-être la meilleure. Vous avez parlé de Jean-Paul II, donc n'est-il pas mieux d'avoir deux versions? Voilà. Voilà, je pense. Et puis je ne sais plus la troisième question. Sur la pipolisation sous Sarkozy aussi. Voilà. Bon, alors, la presse écrite, si vous prenez des journaux aujourd'hui, la plupart des quotidiens, le quotidien papier s'effondre complètement. À tel point que Le Monde, par exemple, depuis 1945, publiait tous les jours le tirage. Depuis environ 1 an et demi, le tirage a disparu. Il n'est plus indiqué. Pourquoi? Parce qu'il s'est complètement effondré. Mais Le Monde n'a jamais eu autant de lecteurs, parce que il y a des abonnements numériques très nombreux, moins chers, mais il y a aussi toute une diffusion du Monde qui est gratuite, si vous voulez, par Le Monde FR, etc. On peut dire la même chose du Figaro. Libération ne vend quasiment plus de papier. Alors, je ne suis pas tellement d'accord avec vous pour les hebdos. Les hebdos ont beaucoup plus souffert, d'une certaine façon, parce que autant on va sur les sites des quotidiens, autant les hebdos, soit on les achète, soit on ne les achète pas. Hein. Alors, moi, je collabore à un hebdo qui est tout à fait particulier. Je ne sais pas, j'avais apporté un ou deux exemplaires, qui n'a rien à voir avec les news magazines, c'est le 1. Moi, je fais une chronique toutes les semaines là, dans le 1. Le 1 a cette particularité, c'est de traiter un seul sujet par semaine, sous différents angles, sans publicité, avec des universitaires, des écrivains, etc. C'est particulier, mais c'est une presse qui se porte bien. C'est comme Society, qui est un autre magazine de ce genre, un petit peu, même s'il n'a pas un sujet par semaine. Ce sont des magazines, des hebdos qui se portent mieux potentiellement que les grands hebdos qui ont énormément souffert. Bon, ça c'est pour votre premier point. Le deuxième point, c'était l'histoire de la nécro de Jean-Paul II. Hein, Là, la question n'était pas de savoir s'il fallait préparer tous les journaux, toutes les radios, tous les télés. On préparait depuis très longtemps des dossiers entiers sur des personnalités, si vous voulez, sur des
ce sont ce qu'on appelle des nécros. Alors c'est soit des simples articles, soit des cahiers spéciaux. Johnny Hallyday, tout le monde savait qu'il était très mal. Tout le monde avait préparé des cahiers spéciaux qu'on publie le jour de sa mort, si vous voulez. Quand j'ai cité Jean-Paul II, le problème c'est qu'on l'a publié avant sa mort. C'était ça la question. Vous avez le troisième point, c'était la bipolisation sous Sarkozy. Sarkozy a beaucoup contribué à ça, indiscutablement. À cette bipolisation, c'est le premier président quand même qui a mis en scène. Il avait déjà commencé avec Cécilia. Cécilia, c'était un couple, il y avait tous des reportages sur eux, c'était un couple terriblement efficace d'ailleurs. Et ensuite, avec Carla, alors, Hollande, lui, ça lui a échappé complètement, l'histoire. Il s'est fait avoir de différentes façons. Macron joue, bien sûr. Brigitte Macron, seulement c'est un effet boomerang aussi. Hein. C'est très difficile aujourd'hui, on ne peut plus cacher, on ne peut plus, comme Mitterrand, cacher une deuxième vie, ça devient impossible. Impossible. Alors cette bipolisation, oui, les gens célèbres, les dirigeants politiques y contribuent. Ils contribuent parce qu'ils veulent servir leur image, ils veulent contrôler la chose, ils veulent la une de match à condition qu'ils choisissent la photo, que cette photo je me rappelle une photo de Sarkozy aux États-Unis, on avait gommé son ventre parce qu'il était en vacances, et bon. Voilà. Merci. Oui, je vous en prie. Je voudrais vous demander quel conseil vous pourriez donner à un jeune qui passe son bac cette année et qui veut devenir journaliste. Quelle formation? Les écoles de journalisme, peut-être une licence d'histoire d'abord ou qu'est-ce que vous... Oui, alors qu'est-ce qu'on conseillerait à un jeune aujourd'hui qui veut faire du journalisme? Vous savez, le journalisme c'est un métier qui n'exige pas de diplôme, de toute façon. Hein, c'est comme épicier, c'est comme... bon, on n'a pas besoin d'un diplôme, mais concrètement, dans la pratique, pour trouver une place dans un média à un certain niveau, il faut avoir fait des études. Il y a de plus en plus d'étudiants d'écoles de journalisme qui ont accédé, mais pour accéder à l'école de journalisme, moi quand je suis entré à l'école de Lille, on avait un concours qui était difficile, mais on pouvait entrer, ça a été mon cas, avec le bac. Aujourd'hui, pour se présenter à Lille ou au CFJ à Paris, ou dans d'autres écoles, mais surtout dans ces deux-là, il faut en général avoir fait Sciences Po. C'est-à-dire qu'on exige, alors on fait plus de 3 années d'études, mais 2 seulement, simplement on y entre avec un bagage plus important, on connaît l'anglais, on a un petit peu voyagé, et on a fait 2-3 années de licence, ou surtout un Sciences Po, que ce soit Paris ou province. Moi, quelqu'un qui veut devenir journaliste et qui en a vraiment envie, il ne faut pas le décourager. Ça a toujours été difficile. Il faut le vouloir, il faut accepter au début. Le parcours est beaucoup plus difficile. Nous étions embauchés avant la fin de nos études. Moi, j'ai été embauché à Nord-Éclair, je n'avais pas encore terminé ma 3e année. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un CDD, mais il faut accepter ça. Si on en a vraiment envie, et puis il faut s'ouvrir à tous ces journalistes aujourd'hui qui ne maîtrisent pas Internet et tout. Bon, mais tous les jeunes voilà. Donc il ne faut surtout pas décourager quelqu'un, mais lui dire que c'est quand même difficile et qu'il faut faire des études, il vaut mieux. C'est la meilleure porte d'entrée quand même dans un journal. J'ai visité, je suis allée à une porte ouverte, une école de journalisme à Paris avec mon petit-fils. Oui. Et on les a tout de suite mis en situation devant un micro avec un texte à lire, des informations, on les a fait jouer avec le matériel. Ensuite, on a présenté l'école, tout le cursus
Et c'était essentiellement du pratique, c'est-à-dire les mains dans le cambouis tout de suite. Il y a peu de réflexion, peu de... Tout dépend de l'école, hein, parce qu'il y a beaucoup d'écoles, si vous voulez, il y a des... je sais pas, là, il y a de très bonnes écoles, le concours est très difficile quand même, il y a 600 candidats, on en prend 40, et puis vous avez des écoles qui cherchent il faut faire attention quand même, hein, il faut bien se renseigner, il y a des publications là, un petit peu du ministère ou autres, qui présentent les différentes écoles. Il faut quand même choisir, quand on choisit une école, une bonne école, si possible. Voilà. Oui, je t'en prie. Moi, je vous remercie beaucoup. Enfin, tout était absolument intéressant. Il y a un seul point sur lequel je ne peux pas accepter parce que je me sens presque concerné quand vous dites que nous avons les médias que l'on mérite. Non, je ne me reconnais pas là-dedans. Donc, je ne mérite pas ces médias-là et je ne les aime pas. Alors, moi, j'ai un certain âge. Je n'ai pas 20 ans. Et j'ai quelques souvenirs de télévision, par exemple, qui étaient extraordinaires, qui ne se font plus maintenant. Je pense aux émissions littéraires qui étaient faites en noir et blanc, avec 2 fauteuils et 2 personnes, Pierre Dumaillet, qui interrogeaient des écrivains. C'était un débat de fond et c'était extraordinaire. Je pense à Discorama, je pense à Denise Glaser, qui supportait les silences, qui posait des questions et qui attendait. On n'avait pas la peur du vide. Je pense maintenant à ce qu'on voit, je pense aux journalistes de la grande messe du 20h, qui se permettent de terminer le journal en disant « à ciao ». Je ne suis pas à ciao. Voilà. Donc, alors, non, mais c'est important parce que moi, ce que je pense aussi, c'est qu'on est dans un marché de groupe. Donc, on cherche toujours à faire le maximum de personnes, de sorte que maintenant, on dit il a fait 3%, il a fait 4%, il a fait 500 000 spectateurs. Ben, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie de vomir parce que. Pourquoi j'ai envie de vomir? Parce qu'ils ont tous un discours sans surprise. C'est un petit peu comme les politiciens. Vous prenez un politicien de gauche, de droite ou de centre-gauche ou de centre-droit, mais ils sont interchangeables. Ils vont dire le même discours, ils ont des éléments de langage et ils les disent. Et qui est-ce qui bouscule ça? Personne. Voilà. Ça, c'est le défaut des journalistes. Il n'y a personne qui les bouscule. Ils les laissent dérouler leur argumentaire et on ne les dérange pas. Dernier exemple, c'était hier soir. Le Premier ministre qui est interrogé par la journaliste de France 2, elle lui dit « Est-ce que M. Macron n'a pas cherché ?» Il ne répond pas. Alors la journaliste lui fait une relance. Il n'a toujours pas répondu. Elle a laissé tomber. Ben, moi, ce que j'aime bien, c'est les journalistes qui tentent d'aller un peu plus loin. Voilà. Et on ne l'a pas, ça. Vous êtes sévère, mais... Certainement. Mais non, mais c'est juste, ce que vous dites est juste, mais en même temps, simplement, je pense qu'on ne peut pas dire les médias en général, et on ne peut pas dire les journalistes en général. Vous avez des journalistes à qui on reproche justement leur côté, on ne lâche rien, on va répéter 25 fois la question jusqu'à ce qu'il accouche de la petite phrase. Bon. Et vous avez d'autres qui effectivement sont complaisants et bon. De même les médias, vous avez quand même des médias de qualité. Je veux dire que moi, je vais vous dire franchement, moi j'aurais tendance naturellement à dire c'était mieux avant. Mais quand j'étudie de près, parce que j'ai eu l'occasion d'étudier de près, y compris mon journal, Le Monde, qu'on avait vraiment sacralisé dans les années 60. Mais quand vous travaillez sur des articles, vous vous dites quand même, il y avait beaucoup d'amateurisme et de... Contrairement à ce qu'on pense. Je crois que dans beaucoup de domaines, je vais vous étonner, mais les médias sont améliorés dans beaucoup de domaines. Je pense à l'économie, par exemple. L'économie était maltraitée dans le temps, dans les médias, de façon incroyable. Vous avez aujourd'hui des journalistes économiques compétents. Donc, moi, je suis d'accord avec vous pour dire, quand je dis on a les médias qu'on mérite, vous ne méritez évidemment pas tout ce côté sombre, mais vous méritez tout ce qui est de bon dans les médias aujourd'hui. Il y a de bonnes choses. Je ne sais pas, prenez, pour parler de choses de grande qualité, prenez France Culture. Vous avez des choses extrêmement ennuyeuses à France Culture, mais vous avez des pépites, des merveilles. Et vous avez cette chance aujourd'hui d'avoir des podcasts, c'est-à-dire qu'on peut, 5 ans après, écouter une émission sur, je ne sais pas, Guy Béard ou Philippe Loiret ou n'importe qui
de qualité. Donc, ne généralisons pas, si vous voulez, ne généralisons pas. Alors, vous avez raison quand vous avez parlé d'exigence, mais j'avais terminé là-dessus. Je crois qu'il faut qu'on soit exigeant. Il faut que le public soit exigeant. Mais vous avez raison quand vous parlez de la banalisation. Et cette banalisation, c'est vrai qu'elle correspond aussi à un rapprochement de la société beaucoup plus, contrairement à ce qu'on raconte, consensuel qu'avant. Rappelez-vous les débats, enfin pour les plus âgés, les débats radiophoniques dans le temps entre Georges Marchais et quelqu'un de l'UDR. Mais c'était deux mondes qui s'affrontaient de façon incroyable. Là, aujourd'hui, tout le monde, bon, on ne fait plus très bien la différence entre... voilà, et puis là, il y a tout ce côté artificiel. Qu'est-ce qui distingue vraiment Valérie Pécresse de Macron, etc. Elle est obligée de forcer le trait, de parler à la sortie le Karcher. On sent bien que c'est pas son truc. Et de l'autre côté, Macron qui est si poli, etc., nous dit qu'il veut emmerder les gens. On force le trait parce que la société est beaucoup plus consensuelle, en réalité. Voilà, mais je ne suis pas très loin de penser comme vous. Ouais. Je trouve que ce qui n'est pas normal, par exemple, dans les journaux de 20h, par exemple, c'est par exemple, il y a des reportages qui font à 20h, 20h20, vous avez souvent des reportages, sinon c'est la publicité, des acteurs qui parlent du film qui va sortir le mercredi. Ah, mais ça, c'est la promotion. Ouais. C'est C'est souvent dans les émissions, d'ailleurs, c'est pas tant dans le journal. Ça y est, le journal, les journaux sont fabriqués maintenant de la même façon. Moi, ça me rappelle les États-Unis, où quand j'étais un correspondant à Washington, j'étais frappé par les chaînes ABC, CBS, NBC, les trois journaux, ils étaient fabriqués exactement pareil. ABC était un tout petit peu plus populaire, mais ils commençaient tous par la même chose. Aujourd'hui, France 2 et TF1, qui se marquent à la culotte, c'est vraiment la même chose finalement. Hein. On va choisir les mêmes... Et puis, on commence toujours par du dramatique, alors Covid en ce moment, et puis ensuite, on va terminer par du magazine, qui n'a pas sa place dans un journal. N'a pas sa place dans un journal. Un journal, c'est fait pour informer, c'est pas pour faire du magazine. Le magazine, il y a des magazines pour ça. Mais on mélange tout, et puis toujours cette obsession, il ne faut pas que les gens s'ennuient, il ne faut pas qu'ils zappent sur une autre chaîne, surtout pas zapper. Alors on les retient tant qu'on peut, on les retient. Oui, je t'en prie. Pardon, je suis aussi un petit peu sévère aussi avec les journalistes, excusez-moi, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a l'idée de ce qui est dans la société également, du relativisme également, qui a peut-être coincé des choses, quand on parle de formation des journalistes, et l'idée que la vérité n'existe pas et que tout est une affaire de point de vue. Donc certains sociologues ont défendu cette idée comme Roger Latour et autres. Et donc j'ai l'impression qu'un certain nombre de journalistes se sont entraînés un petit peu là-dedans, dans cette histoire-là, que tout était un problème de point de vue et que la vérité, elle n'existait pas en fait. À tel point que certains journalistes disent, mais regardez, je donne la parole à quelqu'un qui dit blanc, je donne la parole à quelqu'un qui dit noir, donc je fais mon travail de journaliste. D'ailleurs, et pas du tout, c'est pas du tout. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est systématique dans les journaux télévisés du soir, si vous voulez, sur n'importe quel sujet, on fait le micro-trottoir. Alors vous allez avoir celui qui dit que le masque c'est bien, celui qui dit que le masque c'est pas bien, celui qui... C'est agaçant, c'est vraiment... Mais ça... Alors il y a cette pratique qui était vraiment inutile, ça n'apporte strictement rien de chaque fois balancer comme ça les choses, parce qu'on ne veut fâcher personne. On ne veut, etc. Mais ça c'est au-delà du journalisme, ce que vous dites, si vous voulez. C'est le relativisme général, c'est autre chose. Alors, c'est au-delà du journalisme. C'est autre chose, juste pour juste être sûr que dans les écoles de journalistes, on écrit en gros que la vérité existe. Et je ne suis pas sûr de ça. Alors là, c'est tout le débat. Voilà. Tout le débat chez les journalistes sur l'objectivité. Voilà. Alors la vérité existe, 2 plus 2 égale 4. Et ce n'est pas un problème d'objectivité. Par contre, c'est difficile de voir la vérité, bien sûr. Non, mais 2 et 2, c'est 4, c'est sûr, ça. Ça, c'est sûr. Mais s'il y a demain un accident ici, devant vous, devant nous tous, un accident, et qu'on vous donne à chacun une feuille et un crayon pour raconter l'accident,
Vous allez dire, vous avez été frappé par des gens ensanglantés. L'autre par la voiture qui est complètement écrasée. Le troisième par la personne, etc. Qui est objectif? N'empêche qu'il n'y aura qu'une seule vérité. L'accident qui s'est produit, Oui, bien sûr. il a sa vérité. Qu'après, ça soit difficile. Non, mais moi je suis... à la mettre en... Non, mais je suis pour écouter. L'information, c'est vraiment, effectivement, moi j'ai toujours dit qu'informer, c'est rendre compte d'une chose de la façon la plus précise, parce que on tend vers cette objectivité, on ne l'atteint jamais tout à fait quand on est journaliste, mais on est honnête, on essaye d'être la plus précise, la plus complète possible et la plus claire possible. C'est comme ça que je conçois le journalisme, si vous voulez. C'est avant toute chose, avant de donner un point de vue, avant de donner un commentaire, avant de faire une analyse, c'est effectivement d'aller au plus près de la vérité. Et vous avez raison, il y a une vérité, il y a des si c'est blanc ou c'est noir, ça ne peut pas être les deux à la fois. C'est sûr. Oui. Pour prolonger sur le thème du témoignage, je me souviens que nous avions raconté qu'on avait provoqué un accident et on avait volontairement et on a mis des caméras et on a enregistré donc la scène réelle. Mais on n'avait pas prévenu les spectateurs, les témoins, et on les a interrogés. Et bien, il y en a un certain nombre qui ont affirmé des contre-vérités, et quand on leur a montré la projection, ils ont dit c'est pas vrai, on a truqué l'enregistrement. Donc ça pose bien le problème du témoignage humain et de la perception qu'on en a. On a enregistré des choses, et puis notre esprit a pris un peu plus l'un que l'autre, il a fait une pondération, il a mélangé le truc. C'est extraordinaire, c'était. Oui, c'est un bon exemple, je ne savais pas. Si, je me souviens, c'est la prof qui nous avait expliqué ça à l'époque, c'est extraordinaire. Une version de ce que vous dites, monsieur, je l'ai lu dans un journal ces jours-ci, à propos du Covid, des gens non vaccinés qui se sont retrouvés en réanimation, qui sont allés très mal, qui ont été soignés, guéris, et en sortant, ont affirmé aux soignants, vous m'avez menti, je n'ai pas eu le Covid. C'est-à-dire que là, on se heurte à ce que Trump appelle les vérités alternatives, qui sont proches de la croyance, en fait. Comment faire se confronter l'information et la croyance qui, via les réseaux sociaux, rassemble des gens qui sont malmenés effectivement par la façon dont nos sociétés évoluent et qui se réfugient dans des croyances qui ont valeur de vérité par le fait qu'elles sont balancées comme ça sur les réseaux sociaux et lues et approuvées par des millions de personnes. Oui, mais il y a toute la question de la défiance à l'égard d'une partie de la population, à l'égard des dirigeants, de tout ça. Mais là, nous parlons de la France. Mais pensez à des pays qui, depuis des décennies et des décennies, vivent sous des systèmes dictatoriaux, apparentés aux dictatures, à qui on a toujours menti, et qui ne peuvent plus... tout ce qui vient, tout ce qui leur est dit, leur apparaît comme suspect, mensonger, etc. Nous, on a encore la chance de... Il faut toujours relativiser. Hein. On a beaucoup de chance de vivre en France. Hein. Quoi qu'on dise. Il me semble que dans les pays de l'Est, à une époque, les mots information et propagande étaient utilisés confusément, en fait. En tout cas, il était pratiqué confusément. Voilà. Oui, madame. Oui, c'est peut-être personnel, mais est-ce qu'on peut vous demander, vous, aujourd'hui, ce que vous lisez comme presse, comme journaliste? Oui. Ce que vous écoutez aussi au quotidien, comme radio? Ah, ben c'est intéressant, c'est bien. Écoutez, je suis abonné au Monde. J'ai l'habitude de le lire maintenant sur écran, téléphone, tablette, etc. On ne le lit plus exactement de la même façon. Mais c'est vrai pour d'autres journaux. Alors j'ai aussi un abonnement Figaro que
par ma fille, je ne sais pas pourquoi elle s'est abonnée au Figaro. J'ai un abonnement à Libé que j'ai pris à l'essai. Bon, ça c'est les quotidiens, mais on ne le lit plus. Le journal ne se présente plus de la même façon. C'est-à-dire que je vais vous dire exactement comment commence ma journée. Ma journée commence avec Le Monde, la matinale du Monde, où il y a une douzaine d'articles qu'on va retrouver ensuite dans le journal, en partie, ou bon. France Inter, plutôt France Inter, j'aimais bien Europe avant, mais ça a beaucoup vasouillé Europe, comme beaucoup de gens, j'écoute plutôt France Inter. Et puis je regarde ailleurs, Libé, un peu Figaro, un peu, mais je suis journaliste aussi, si vous voulez. J'ai besoin pour faire une chronique de me documenter, et puis je lis pas forcément maintenant, je lis parfois avec retard. Là, nous allons faire un prochain numéro du 1 sur le procès du Bataclan. J'ai lu aujourd'hui tous les articles publiés sur le procès du Bataclan pour me mettre dans l'ambiance, etc. Donc, vous voyez, je n'avais pas forcément tout lu à ce moment-là. On lit autrement, je lis autrement. Quand je suis en voiture, il m'arrive d'écouter France Culture ou pour un voyage, un podcast sur... mais pas forcément des choses ennuyeuses, des choses qui me... Donc voilà, je suis comme vous finalement. Je suis comme vous simplement en étant journaliste, je vais peut-être zapper entre les deux journaux télévisés parce que ça m'agace ou parce que je veux comparer. Je regarde un petit peu C'est dans l'air parfois, ou bien C'est à vous qui est sympathique. Pas toujours intéressant, mais bon, ça dépend des sujets. Et je regarde toujours avec un regard critique, moi qui agace un peu ma femme, parce que je vais dire, ah ben tiens, c'est un genre regard un peu professionnel, c'est normal. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Pas de blog, par exemple, c'est pas quelque chose que... Des blogs, ça m'arrive de tomber sur des blogs, mais je ne vais pas les chercher. Je ne vais pas les chercher, mais je n'ai pas le temps, et ça fait trop... Puis je n'ai pas que ça, je ne fais pas que de l'actualité du journalisme. Moi, j'écris des livres, j'ai besoin de travailler sur des thèses de doctorat, des choses plus sérieuses, voilà. Thèse de doctorat, c'est formidable, ce qu'on a sur Internet. Internet, c'est le pire et le meilleur. Il y a les revues de sciences humaines, moi, je travaille beaucoup sur toutes ces choses. Voilà. Je vais peut-être me permettre de lui poser une question aussi. Qu'est-ce que tu penses de type d'information BFM TV et CNews? Alors, BFM TV et CNews, alors voilà, avant, moi, vers 7h du soir, il m'arrive souvent de zapper à mon tour entre la 5, où il y a C'est à vous, ou bien un peu avant, quand c'est ça. Bon, je passe pas de mon temps devant la télé, hein, je passe vraiment de 7h à 8h30 en gros. Donc, il m'arrive de plutôt C'est à vous. Je vais aller voir BFM parce qu'il y a Yves Calvi. Je ne regarde pas BFM toute la journée, mais je regarde à ce moment-là, parce que parfois le sujet est intéressant, parce qu'il pose de bonnes questions. Mais je vais aller sur LCI où il y a Pujadas, qui est un bon journaliste aussi. Il y a de bons journalistes. Hein. Moi, il m'est arrivé de participer à C'est dans l'air, mais il y a 10 ans, quoi. J'en ai fait un certain nombre, mais il y a 10 ans. Et c'était Calvi. C'était Yves Calvi qui était un bon... savait faire parler tout le monde. Et actuellement, celle qui lui a succédé est très bonne aussi, C'est dans l'air. Donc la question c'était, qu'est-ce que je pense de BFM? Dans la comparaison... Ah oui, CNews. Mais je vais aussi sur CNews parce que
ça m'amuse, m'intéresse, et voir comment ils font. Et là, c'est plus professionnel. Oui, ça m'intéresse de voir comment c'est. Et j'y vais, ça m'amuse, ça m'agace, À ce moment-là, je suis un peu neutre quand je fais ça. Je m'intéresse à tout. Je sais pas, quand je tombe sur M. Ménard, qui est maire de Béziers, je trouve qu'il est redoutable. C'est un journaliste qui est devenu maire de Béziers, qui soutient Marine Le Pen tout en voulant la réconcilier avec Zemmour, etc. Mais il est, quand vous l'écoutez, et il est maintenant très souvent sur toutes ces chaînes, parce qu'on se l'arrache, c'est intéressant, voilà. Je m'intéresse professionnellement. La méthode de Pascal Praud, par exemple, de mener les débats, parce que tu avais parlé un peu de divertir d'un côté, est-ce que c'est un divertissement ou est-ce que c'est vraiment de l'information? Là, avec Pascal Praud, on passe à autre chose, on est dans le militantisme, on n'est plus dans... C'est un journalisme militant qui est orienté, qui est... je me documente en l'écoutant, mais c'est pas mon journalisme. Moi, j'ai toujours été... même au Monde, je trouvais que mon journal était... J'étais toujours un petit peu en retrait, parce que pour moi, le journalisme, c'est la curiosité. Quand je vais sur un événement, quand j'allais sur un événement, je n'avais pas une idée préconçue. Le plaisir pour moi du journalisme, c'est de découvrir des choses, et pas d'arriver avec une idée toute faite et essayer de la coller sur le... Alors, Pascal Praud, c'est du journalisme militant. Voilà. C'est bien, j'ai bien retenu l'expression. Oui, une question Et encore. en creux, est-ce qu'on peut en déduire que selon vous, le monde est devenu de plus en plus journaliste militant? Non, je ne dirais pas ça. Il l'a été pendant une période, la période Plenel, à laquelle je me suis opposé personnellement. Et c'est l'époque où j'étais médiateur d'ailleurs. On a eu des conflits. Moi, j'étais, si vous voulez, j'étais avant Plenel un directeur adjoint de la rédaction, puis Plenel est arrivé, monté, et j'ai été pendant quelque temps un des deux adjoints de Plenel, mais on n'était pas sur le même truc. Et c'est ensuite qu'on m'a proposé ce poste de médiateur pour me sortir un petit peu de la rédaction en chef, mais on ne se rendait pas compte que j'avais exercé ce rôle de médiateur de façon différente, nouvelle, c'est-à-dire que j'ai été assez critique pour le journal. Mais le journal a eu l'intelligence de respecter ça. Sauf, on a eu une affaire, c'était au moment de la publication du livre La face cachée du monde, où en 8 ans, c'est la seule fois où on a coupé ma chronique, on a censuré ma chronique. On, c'est-à-dire Plenel et Colombani. Et plutôt que de démissionner du poste de médiateur, la semaine suivante, j'ai rétabli le texte en demandant à Plenel de s'expliquer sur la censure, ce qu'il a fait. À partir de ce moment-là, j'étais intouchable. On a eu ce conflit au moment du truc. Mais en 8 ans, malgré nos divergences, on n'a jamais touché un mot de mes chroniques, qui étaient assez sévères, souvent pour le journal. Donc il y a eu cette période que je n'ai pas aimée, si vous voulez. Je n'étais pas d'accord avec Plenel. Plenel voulait faire un journal populaire de référence. Et dans son esprit, c'était quand même au fond de lui, parce qu'il ne peut pas s'empêcher, un journal militant. Plenel avait lancé quelque chose que j'approuvais tout à fait, qui était la distinction entre l'information et le commentaire. Physiquement, on avait des caractères différents pour informer et commenter. J'étais à 100% pour. Seulement, il nous faisait une telle mise en scène, un tel choix de l'information, que tout en distinguant l'information du commentaire, on faisait bien pire qu'avant.
Et c'était les fameuses manchettes. Chaque fois, on avait une manchette, alors que le monde, c'était pas les manchettes. Le monde, c'était... Ça continue les manchettes. Eh oui, ça a continué. La première fois que j'en ai vu une, ça m'a choqué. Mais bien Je sais sûr. pas quel est le sujet. Oui, mais d'ailleurs. relisez mes chroniques, vous allez voir, ça a été Love Story. 3 manchettes sur Love Story. Alors, une fois, on faisait Love Story, le lendemain, on faisait la famine, en je ne sais où. Alors, ça va pas. Relisez mes chroniques, j'étais... Bon. Mais le monde d'aujourd'hui, et depuis de l'après-Plenel, c'est quand même... Ce n'est plus ça, si vous voulez. Ce n'est plus ça. On ne peut pas dire que le monde soit... Il reste encore des choses, mais c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus équilibré, c'est beaucoup plus consensuel. On revient à ce que monsieur disait tout à l'heure. Je ne sais pas. Et ça dépend toujours du regard qu'on a regardé sur France Inter, par exemple. Moi, j'entends la moitié des gens qui disent France Inter est horriblement macroniste, et l'autre moitié qui dit France Inter est vraiment insupportablement anti-macroniste. Je crois qu'ils sont les deux à la fois. Mais c'est difficile de juger. Mais pour répondre à votre question, non, je pense que le monde a eu une phase mauvaise qui lui a coûté très cher, mais que ce n'est plus le cas. On peut en discuter. Donc, écoutez Europe 1 ou CNews, ça peut contrebalancer le monde. Bon, moi, j'ai eu une réponse à une question que je me posais. Moi, je suis d'origine égyptienne également, comme Robert. Et à chaque fois que je cherche quelque chose sur mon portable ou sur YouTube, il me sort des trucs égyptiens. Alors, je me demande donc, là j'ai bien retenu, tu as bien dit que les producteurs nous fournissent ce dont on a besoin, en fait, puisque de temps en temps, je regarde, évidemment, ce qui se passe dans le pays. Et que finalement, Google est aussi, on est tous fichés et ils savent exactement ce qu'on voudrait. C'est même pas c'est l'ordinateur qui Ce sont les algorithmes. C'est les algorithmes, voilà. Okay. Si vous regardez, vous prenez un film en VOD, ils vont vous proposer tous les films qui correspondent à vos goûts, etc. En tout cas, un grand merci à Robert. Et on retient que nous sommes tous des journalistes. Alors Robert a un certain nombre de livres qui se trouvent sur la table et qui sont en vente et il est prêt à les dédicacer. Et on peut rester aussi sur le podium si vous voulez encore échanger un peu avec lui. Je voudrais rappeler que la prochaine conférence qui sera avancée d'une semaine, c'est important. Le thème c'est l'Empire ottoman au cours de la seconde moitié du 19e siècle et ses relations avec la France. Donc le conférencier est Edhem Eldem, qui est professeur au Collège de France et également à l'université de Bogazici à Istanbul. Donc la conférence a été avancée d'une semaine, tout simplement parce qu'il devait aller à Istanbul à la date qui était prévue. Donc la conférence aura lieu le 8 février et non pas le 15 février comme c'était annoncé. Voilà, merci à tous et voilà, à vous pour si vous voulez jeter un coup d'œil sur les